Bien, merci à Samir de m'avoir invité à présenter mes savoirs expérientiels personnels. Donc, je vais d'abord expliciter ma position. Je suis historien du handicap et je suis chercheur au CNRS et je suis membre de l'équipe expert dirigée par Eve Gardien. Voilà, et j'ai aussi une spondylarthrite ankylosante depuis que j'ai 19 ans. Et donc je vais vous parler un petit peu de... Alors c'est pas projeté, mais c'est pas grave. Oui. Défriser. Défriser. Je te laisse défriser. Tada. Merci. Et donc, je vais tout d'abord vous parler de ma trajectoire personnelle en quelques mots, et puis après, je vous expliquerai plusieurs savoirs expérientiels hors du sens commun. Et donc, tout d'abord, j'ai eu une inflammation de l'œil à 15 ans, une iridocyclite, et j'avais des douleurs à l'épaule droite et au genou gauche de manière récurrente, à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais bon, ça durait quelques semaines et après ça partait. Et à 19 ans, j'ai fait un corps archéologique. Ça s'est très bien passé, mais à la fin du corps archéologique, on nous a fait porter des plaques de plus de 50 kilos pour protéger le site. Et en fait, ça a fait un choc traumatique et j'ai eu une inflammation au niveau des sacro-iliaques et à la hanche pendant plusieurs semaines. Et c'est à ce moment-là, comme ma sœur faisait médecine et que j'avais une iridocyclite, elle m'a envoyé voir un rhumato en se disant « Tiens, c'est peut-être une spondylarthrite ». Et donc, j'ai fait mes premiers tests et finalement, ça a été diagnostic probable de spondylarthrite, mais les inflammations n'étaient pas encore suffisamment fortes pour qu'on en soit certain. Par la suite, les inflammations se sont accrues de manière notable au genou, à l'épaule, au poignet, au talon, au doigt de pied. Voilà. On va dire, ça a été de manière croissante. J'ai eu une période de tranquillité inflammatoire à partir de 2013 jusqu'en 2019. En 2019, j'ai eu de nouvelles inflammations suite à un choc traumatique. C'est-à-dire que je courais pieds nus sur la plage en poursuivant mon neveu. Mon gros orteil s'est pris dans le sable et en fait, ça a fait un choc. Et j'ai su que voilà, c'est mal barré. Et le lendemain, en fait, effectivement, le gros doigt de pied était inflammé. Et quelques jours plus tard, en fait, les deux orteils contigus étaient aussi inflammés. Et depuis maintenant 5 ans, les inflammations partent et reviennent au doigt de pied. Voilà. Dès que je fais un effort un peu trop important, ça part et ça revient. Et en 2021, j'allais mieux. J'ai voulu, après le Covid, j'ai voulu reprendre du volleyball. Et en fait, première séance, je fais une passe et mon genou craque. Et en fait, j'ai une fissure du ménisque interne du genou gauche. Voilà. Pendant 1 an, j'ai attendu et finalement, j'ai eu une ménisectomie. On m'a enlevé le petit bout de ménisque et j'ai fait de la rééducation. Bref, tout ça, comme j'ai peu de temps, c'est assez résumé, mais pour vous dire que mon sentiment à moi, c'est vraiment des impressions personnelles, mais j'ai le sentiment que mes réactions inflammatoires sont le résultat de chocs traumatiques, de mauvaise posture, de sursollicitation de mes articulations et parfois, ponctuellement, effectivement, d'émotions très fortes. Quand j'apprends le cancer d'une de mes amies ou d'un des membres de ma famille, effectivement, le lendemain, j'ai des inflammations. Mais ça ne dure pas très longtemps. Quand c'est un choc traumatique ou des sursollicitations de mes articulations, les inflammations peuvent perdurer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. Alors, voilà, j'étais à l'université quand on m'a diagnostiqué la maladie, et donc assez rapidement, j'ai voulu m'intéresser quand même à ma maladie, lire les études qui existaient. Et globalement, j'étais pas, j'acceptais les médicaments, voilà, la biomédecine, mais j'étais pas fermé non plus aux alternatives. Et très vite, en fait, j'ai eu recours à l'automédication, c'est-à-dire que je me permettais d'adapter totalement la posologie qu'on me proposait. Et notamment, j'avais remarqué que ce qui me convenait le mieux, c'était les anti-inflammatoires non stéroïdiens à libération prolongée.
et que concrètement, un tiers d'un comprimé, ça faisait autant d'effet pour moi si je le prenais tous les jours qu'un comprimé entier. Sauf qu'il ne faisait pas des tiers de comprimé enrobés. Mais bon, bref, c'était... voilà, j'ai essayé des thérapies alternatives comme l'argile, le curcuma, tout ça, avec une vision très très négative en fait sur l'efficacité de ces trucs-là. Je me suis renseigné sur via de multiples supports, des fascicules donnés à l'hôpital, les forums internet, et ponctuellement par des proches qui en savaient un petit peu. J'ai découvert, par le biais d'un ami qui avait une autre pathologie auto-immune, le fait que l'alimentation pouvait avoir une conséquence éventuelle sur la chronicité et l'intensité des inflammations. J'ai lu une partie de l'ouvrage de Jean Seignalé, l'alimentation et la troisième médecine. Je me suis un peu intéressé au régime dit exclusif. Et j'ai découvert très très tardivement, c'est-à-dire il y a 3 ans, l'efficacité de l'ostéopathie et de l'acupuncture pour soulager certaines contractures musculaires que je n'avais pas découvert avant. Parce qu'avant, à chaque fois que j'avais des contractures musculaires, je me bourrais de médoc. Et à un moment donné, on m'avait donné du Myolastan, ce qui fonctionnait très bien, mais c'était interdit après. Enfin voilà, c'était plus disponible. Donc je ne pouvais plus en prendre. Et voilà. Et j'ai aussi essayé récemment un jeûne thérapeutique, la prise de probiotiques. Voilà. Alors, pour vous dire que comme j'ai alterné entre biomédecine et thérapie alternative, pourquoi je me suis intéressé aussi aux thérapies alternatives, c'est parce que la biomédecine, c'était efficace, les AINS étaient efficaces, mais en fait j'en ai pris pendant 6 ans, 7 ans, et j'en prenais, je suis arrivé à un niveau d'inflammation de 40 semaines par an. Donc j'en prenais tous les jours, 40 semaines par an, ce qui est totalement normalement déconseillé. Et je commençais à avoir mal au ventre, et en fait on m'a proposé des traitements plus forts, alors que je jugeais que mon état de santé n'était pas non plus, ne justifiait pas ce saut cette montée. Mais on m'a quand même proposé des traitements plus forts qui effectivement marchaient, mais très vite je développais des allergies avec des traitements des sels d'argent, des choses comme ça, salazopyrine. J'ai fait des allergies multiples. Et donc j'en suis arrivé à un moment où on m'a proposé des anti-TNF-alpha. C'est une thérapie, c'était en 2009. Alors, première chose qui m'a un peu chagriné, c'est que pour mes études en master, je suis allé en Argentine et j'avais emmené avec moi plusieurs plaquettes d'anti-inflammatoires, donc des dimézoulides, en me disant j'en ai besoin de 3 mois minimum. Mais je suis arrivé à un moment où j'étais à court de médicaments en Argentine, et donc j'ai été voir une pharmacie. Et là, ils m'ont dit « Ah mais non, mais on les fait plus, c'est interdit, c'est dangereux, n'en prenez pas. » Ah bon Et en fait, donc je me suis renseigné. Effectivement, là-bas, c'était interdit, considéré comme dangereux pour le cœur. Mais en France, on les faisait toujours circuler. À tel point que j'ai informé ma praticienne, mon médecin généraliste, que effectivement, c'était interdit dans d'autres pays. Il faudrait peut-être ne plus les prescrire, de manière pérenne. J'ai continué à m'intéresser à mon retour d'Argentine, en fait, au régime dit exclusif, parce que justement, j'avais fait des allergies à des traitements de fond. Et en fait, j'ai essayé de faire... j'ai lu pas mal d'articles, et notamment des articles qui me paraissaient assez nuancés, en fait, finalement, dans les résultats de ces régimes alimentaires dits exclusifs. Et notamment un article qui disait que, en gros, on avait des résultats positifs sur l'état de santé. On n'avait pas de guérison. On avait des résultats positifs sur l'état de santé entre 3 mois et 2 ans après le début du régime, et que une partie des gens ne réagissaient pas. Il y avait 10 à 20% des personnes qui ne réagissaient pas au régime alimentaire, et que ceux qui faisaient bien leur régime alimentaire et qui, après, reprenaient du gluten ou de l'amidon, avaient des inflammations plus fortes qu'auparavant. Ce qui me paraissait très pertinent comme résultat. Ça m'a convaincu d'essayer. Vraiment, je me suis dit, c'est nuancé, c'est pertinent, ça vaut le coup d'essayer. Et donc, j'ai profité du fait que j'allais aller en Argentine, de nouveau, pour essayer le régime sans gluten et sans produits laitiers.
Et en fait, donc je l'ai essayé. Et en fait, à mon retour d'Argentine, en fait, 5-6 mois après, j'étais en rémission quasi complète. C'est-à-dire que je n'avais plus de symptômes inflammatoires. Et pendant les années suivantes, en fait, on va dire que pendant 10-15 ans, je suis passé à entre 5 et 8 semaines par an d'inflammation. Alors qu'avant, j'étais à 40 semaines. Je ne peux pas démontrer par A plus B que c'est les régimes inflammatoires. Ça peut être d'autres facteurs. Voilà. Mais j'ai été suffisamment convaincu du fait que mon changement de mode de vie et d'alimentation, parce qu'en fait, le régime sans gluten amène aussi à tout le temps cuisiner, manger bio, voilà, enfin, ne plus manger de cochonneries et de 4 quarts le matin, enfin voilà, toute une série de choses. On est obligé de manger de manière très saine. Et donc, j'ai poursuivi le régime sans gluten. Globalement, j'ai baissé aussi les produits laitiers. Et j'ai fait de faibles ajustements à ce régime alimentaire au fil des années. J'ai arrêté les laits végétaux que j'avais pris au départ au profit d'infusions le matin. Et j'ai diminué le sucre au profit du miel. Autre chose qui s'est passé qui a fait que j'étais un peu plus distant aussi vis-à-vis du milieu médical, c'est que j'avais un rhumatologue à l'époque. Et en fait, j'ai eu des grosses périodes où j'ai eu très très mal au dos, liées à des mauvaises postures notamment de travail. Et quand j'ai des énormes douleurs dans le bas du dos, et quand j'allais voir mon rhumatologue, il me disait vous avez une crise inflammatoire, et il me prescrivait de nouveau, on devait monter en médicaments. Et en fait, il s'avère que la première fois, au bout de 3 mois, mon mal de dos est parti, et 2 ans plus tard, j'ai eu de nouveau mal au dos, et là, mon rhumatologue m'a prescrit des anti-TNF-alpha, et en fait, j'ai commencé à faire le traitement, et au bout de plusieurs mois, je retourne voir mon rhumato, il me dit ça va, je dis quand je reste allongé, j'ai pas mal. Dès que je m'assois, j'ai mal. Je dis on va continuer le traitement, ça va marcher. Plusieurs mois après, je retourne le voir. Je dis écoutez, en fait, quand je m'assois, j'ai mal. Quand je suis allongé, j'ai pas mal du tout. J'ai aucune douleur. Quand je marche, j'ai aucune douleur. Et là, il dit c'est bizarre, c'est bizarre. Et en fait, il regarde et il se demande si c'est pas une hernie discale. Et en fait, on fait une IRM et effectivement, c'est une petite hernie discale. Mais dans un contexte où effectivement, je ne fais plus d'activité physique depuis assez longtemps, ça me fait très très mal. Et donc, quand je constate que c'est une hernie discale, mon rhumatologue me dit mais pour autant, il ne faut pas arrêter les anti-TNF-alpha. Et moi, je regarde ce que j'ai, je dis si j'arrêterais. Et donc, j'ai décidé d'arrêter les anti-TNF-alpha parce que la rééducation du dos que je fais, plus la natation de manière intensive, fait que j'arrive à juguler mon hernie discale. Et donc, j'arrête les anti-TNF-alpha contre l'avis du rhumatologue. Et il s'avère que j'arrête le suivi rhumatologique pendant de nombreuses années parce que ça va mieux. Voilà. Et parce que mon rhumatologue est assez âgé, voilà, qu'il me conseille d'aller voir quelqu'un d'autre éventuellement. Comme ça va bien, je ne ressens pas le besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Et donc, de mon point de vue, les régimes dits exclusifs ne constituent pas un savoir expérientiel hors du sens commun. Ce sont des savoirs profanes qui sont objets de débats scientifiques. Mais il faut bien avoir conscience que c'est la première chose dont je parle quand je rencontre d'autres malades qui ont des maladies auto-immunes ou la spondylarthrite ankylosante. Même si j'avertis systématiquement les gens du fait que c'est extrêmement difficile de suivre sur le long terme ce type de régime et qu'à mon avis, ils ne peuvent fonctionner que si on les suit de manière très stricte. Et qu'il y a une partie des gens chez qui ça ne fonctionnera pas. Voilà, et de mon point de vue, les savoirs biomédicaux survalorisent l'utilité des médicaments au détriment des autres alternatives moins nocives pour le corps et non commerciales qui ne font pas l'objet de tests randomisés, et parce qu'en fait, ça ne ferait pas gagner d'argent à personne. En fait, voilà, l'alimentation ou le jeûne thérapeutique médicalisé, il n'y en a pas en France, quoi. Il y en a en Allemagne, il y en a dans d'autres pays, mais en France, il n'y en a pas. Et voilà. Et j'avais envie d'en faire un, et j'ai pas trouvé. Enfin, si à Saint-Malo, il y a un médecin qui le fait, mais c'est pas un jeûne thérapeutique médicalisé remboursé par la Sécu. Et donc, quels sont mes savoirs expérientiels hors du sens commun ?
Alors, il s'avère que en fréquentant plusieurs années de suite le groupe Dev, moi, j'étais pas censé travailler sur mes propres savoirs expérientiels, mais sur des savoirs expérientiels de personnes handicapées physiques dans le cadre des cordées épistolaires de l'Association des paralysés de France. Mais ça m'a fait réfléchir quand même à mes propres savoirs expérientiels. Et il me semble que la plupart des personnes malades développent une expertise personnelle pour gérer leur maladie et ils inventent des solutions spécifiques pour améliorer la qualité de vie au quotidien. De mon point de vue, les savoirs expérientiels ne sont pas incompatibles avec les savoirs professionnels. Et j'ai construit certains savoirs expérientiels à partir de certains conseils transmis par des professionnels de santé. Par exemple, il y avait une ergothérapeute qui m'avait dit qu'il fallait avoir l'écran d'ordinateur au niveau des yeux. Ce qui me paraissait très cohérent, effectivement. Mais il fallait que je l'adapte à mes situations concrètes de travail, c'est-à-dire en voyage, dans le train. Ou alors en dehors de chez moi. Et donc, par exemple, comment j'ai fait je me suis aperçu que c'était pertinent d'avoir mon ordinateur portable, mais avec un clavier tactile et en utilisant mon sac à dos ou une couverture pour surélever mon écran d'ordi portable. Ce qui fait que, en ayant le... Parce qu'en fait, j'ai aussi un autre problème, c'est que je ne peux pas travailler plusieurs dizaines de minutes de suite en ayant les bras sur une table, sinon j'ai des inflammations qui viennent à l'épaule droite et au poignet. Mais si j'ai le clavier sur les genoux, ça se passe très bien. Et donc, voilà, j'ai essayé de concevoir ma méthode de travail qui me convient quand je suis en dehors de chez moi. Et voilà. Il me semble qu'un de mes traits de caractère a sans doute facilité la construction de certains savoirs. C'est-à-dire que je me soucie très peu des apparences et de mon apparence et des conventions sociales, ce qui fait que je me permets certaines choses que d'autres personnes n'oseraient pas se permettre. Par exemple, comme j'ai mal quand les tables sont hautes et que j'ai mal au poignet quand je mange plusieurs heures comme ça, il m'est arrivé à des repas assez solennels comme des mariages ou autres, des repas qui durent très longtemps, de reculer ma chaise et de manger avec l'assiette sur les genoux. Voilà. Ou alors, en conseil municipal, parce que j'étais conseiller municipal, j'ai mal au dos parce que la chaise est totalement inadaptée pour mon hernie discale, et du coup, je me retrouve avec les genoux trop élevés, et donc j'enlève mes chaussures pour avoir les genoux plus bas, pour avoir une position cohérente. Mais ce qui suppose de ne pas être soucieux de l'image que les autres vont avoir de soi. Voilà, il me semble aussi que j'ai abandonné certains savoirs expérientiels où je ne les ai pas perfectionnés parce qu'en fait, mon mode de vie a changé. Quand j'ai eu mes enfants, je devais jouer avec eux quand ils étaient bébés, alors même qu'il y avait des positions que j'avais du mal à avoir. Par exemple, comme j'ai mal aux épaules, ou alors j'avais des difficultés liées à mon hernie discale au fait de rester par terre. Du coup, j'ai trouvé une solution pour jouer avec mes enfants quand ils étaient bébés, c'était de m'allonger sur le dos et de rester allongé sur le dos. Ou alors de changer mon bébé, non pas debout, parce que j'avais une station debout pénible, mais plutôt sur le lit. Mais ça, je ne les ai pas maintenus dans le temps. Puisqu'en fait, voilà, j'ai plus à les changer, heureusement. Et j'ai plus à jouer avec eux par terre. Donc ça n'a pas perduré. Il me semble qu'on pourrait distinguer plusieurs catégories de savoirs expérientiels hors du sens commun. Il y a ceux qui se fondent sur l'adaptation de traitements médicaux ou alternatifs ou sur le jugement sur leur efficacité, ceux qui reposent principalement sur le type de posture à adopter et ceux qui reposent sur la sélection ou l'adaptation du matériel à utiliser. On peut aussi faire une distinction entre les savoirs expérientiels utilisés dans la sphère publique, dans la sphère intime, ceux qui font l'objet d'utilisation régulière ou qui sont utilisés de manière exceptionnelle, ceux qui sont valides uniquement pour moi ou qui pourraient être valides pour mes pairs. Quelques exemples de savoirs expérientiels fondés sur l'adaptation des traitements ou le jugement sur leur efficacité. Alors, c'est juste mon ressenti à moi, ça n'a aucune validité pour mes pairs. Moi, j'ai remarqué que, en utilisant une vieille genouillère tout abîmée, qui exerce une faible pression sur mon genou, et si je plie le genou quand je me couche, quand j'ai une légère inflammation du genou, si j'utilise une genouillère qui est récente et qui fait pression sur le genou,
ça me fait trop mal et en fait, ça n'a pas l'effet escompté. Le lendemain, ça regonfle. Mais si j'utilise une vieille genouillère qui fait une légère pression toute la nuit avec le genou plié, et ben, une fois sur deux, ça désenfle. Et ça se maintient dans le temps. Ça ne regonfle pas. J'ai aussi trouvé une technique pour la prise de curcuma à haute dose avec huile et poivre, parce que voilà, il y a plusieurs études et voilà, documentation qui circulent en disant que effectivement le curcuma est un anti-inflammatoire naturel. La question c'est comment le prendre à haute dose avec de l'huile et du poivre. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai essayé plein de trucs et j'ai trouvé une solution pour le prendre, c'est-à-dire de mélanger avec de l'huile et du poivre, enfin voilà, du curcuma pur. L'acheter en boîte de 500 grammes, de faire des petits flacons et en fait de le mettre entre deux trucs de compote. Voilà. Et il y a un inconvénient, c'est que parfois, quand vous en mettez trop, ça remonte dans le nez et c'est horrible. Parce qu'avec le poivre, c'est horrible. C'est pas le curcuma qui est horrible, c'est le poivre. Mais c'est possible d'en prendre à haute dose très fréquemment. Alors qu'avant, j'arrivais pas. Ou c'était les gélules, mais il n'y avait pas d'huile dedans. Bref, c'était... Mais là, j'ai du mal à juger de l'efficacité, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça me permet de mieux gérer, en tout cas, mon système digestif. Et voilà, d'avoir des selles plus fluides et tout ça. Mais bref, les savoirs exponentiels fondés sur la sélection et l'adaptation du matériel à utiliser. En fait, assez rapidement, j'ai utilisé mon pull, des vestes ou des couvertures quand je prenais le train et que les sièges étaient trop bas, pour être à hauteur et pas avoir trop mal. Je me suis aussi aperçu que je pouvais pas faire du covoiturage comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il fallait que j'anticipe et que pour anticiper, je regardais le type de voiture que j'allais pouvoir emprunter et que je sélectionnais mon covoiturage en fonction de la type de voiture. C'est-à-dire que je cherchais des espaces, des choses comme ça, où j'étais sûr de pas avoir mal au dos pour faire mon trajet Paris-Rennes quand j'étais pas titulaire, quoi. Quand j'étais titulaire, j'avais le train et j'avais plus ces problèmes-là de covoiturage. Voilà. Si je dois voyager longtemps à l'étranger, dans des hôtels non luxueux, j'anticipais aussi la possibilité d'avoir un mauvais matelas. Et donc la solution que j'avais trouvée, c'était d'emmener une couverture polaire avec moi, ou alors un matelas gonflable, Décathlon, voilà. Ce qui me permettait de m'assurer de la qualité du lit dans les hôtels un peu pourris que je choisissais parce que c'était pas cher. Voilà, je me suis aussi aperçu que en fait, je ressentais et je ressens encore parfois en fait une douleur avec la ceinture de la voiture. C'est pas tout le temps, mais parfois. Et en fait, je ressens une pression et ça me fait vraiment mal. C'est hyper dérangeant. Et donc, la solution que j'ai trouvée pour réduire la pression de cette ceinture, c'est de mettre un paquet de mouchoirs en fait entre la ceinture et moi pour que la ceinture ne touche plus mon épaule. Ou là, en fait. Et donc, mais bon, souvent, ça m'arrive quand je suis en train de conduire, quoi. Donc, c'est vraiment, faut choper un truc qui est sous la main ou demander à la personne qui m'accompagne de trouver quelque chose qui peut se coincer là pour que la ceinture ne touche plus, quoi. Et j'ai aussi remarqué qu'il fallait que j'évite les chaussettes trop serrées. Voilà. Alors, j'en ai oublié un. Ah, c'est celui-là. Voilà. Les savoirs exponentiels fondés principalement sur le type de posture à adopter. En fait, j'ai remarqué aussi que quand je dormais sur le flanc, dans un contexte aussi, si je dois être aussi critique, dans un contexte où je ne faisais plus de sport, si je m'allongeais sur le flanc plus de 20 à 30 minutes, quand je me réveillais le matin, j'avais des inflammations au niveau de l'épaule, ou en tout cas j'avais des douleurs à l'épaule qui persistaient plusieurs jours de suite, et parfois après qui se terminaient en contracture musculaire dans le dos. Et donc je me suis rendu compte que si je m'endormais et que si je ne m'étais plus sur le flanc du tout, j'avais plus du tout ce type de problème. Mais ce qui veut dire aussi que je ne pouvais plus prendre ma compagne dans les bras le soir plusieurs dizaines de minutes si j'en avais envie. Donc ça a des impacts sociaux aussi. Un truc assez important pour moi, en tout cas pour ma qualité de vie, sur le très 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 long terme,
j'ai remarqué il y a de nombreuses années, mais je ne sais plus du tout dater quand, le fait que je ne pouvais plus m'endormir dans un lit où le drap et la couverture étaient repliés parce qu'en fait, le drap et la couverture faisaient trop de pression sur mes doigts de pied. Et donc, systématiquement, quand j'arrive dans un lieu qui n'est pas le mien, ou alors même chez moi, si ma compagne ne fait pas gaffe et qu'elle a replié le drap pour que ça fasse bien, parce que mes parents sont là, et donc voilà. Du coup, en fait, je suis obligé de déplier et d'enlever vraiment toutes les couvertures et les draps pour ne plus avoir cette pression. Et ce qui est étonnant, c'est que, en tant qu'historien, comme je consulte des fois la presse digitalisée, je suis tombé sur un article d'une patiente qui souffrait d'arthrite et qui avait inventé un système où en fait elle avait installé des barres de fer au début du siècle, 1930, pour ne plus avoir cette pression sur les doigts de pied. Ça existe toujours, mais moi je sais pas en fait, je savais pas que ça existait. Merci, mais voilà, mais voilà. Voilà, et ça existe toujours. Oui. Où en fait, mais les arceaux, mais je n'avais pas du tout connaissance de ça. Voilà. Posture spécifique pour conduire aussi, oui. Ok. Je me suis aperçu que en fait, depuis plusieurs années, mais je ne sais pas dater quand, en fait, je ne conduis pas comme ça, comme il est recommandé de conduire, mais je conduis comme ça. En fait, pour soulager mes épaules. Voilà. De même, quand je vais voir un film au cinéma, et ben en fait, j'y vais 30 minutes avant pour être sûr de pouvoir me poster en face de la personne, en face de l'écran. Et si je côtoie quelqu'un dans le train, un ami, en fait, soit s'il ne m'a pas vu et qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le train, je l'évite pour pas discuter avec cette personne, pour pas me retrouver à discuter comme ça pendant 1 heure, parce que sinon je sais que je vais avoir des douleurs considérables au niveau du cou. Ou alors, je lui dis bonjour, je lui dis mais on va chercher un endroit où s'installer, on s'installe dans un carré à 4 et pour être en face. Voilà. Et si j'ai besoin pour le cinéma et qu'il n'y a pas 2 places assises, je préfère être tout seul à regarder mon film tout seul plutôt avec ma compagne dans un endroit où je vais être inconfortable. Je préfère ne pas aller au cinéma ou au théâtre. Voilà. Et pour éviter la station debout pénible pour mon genou, j'ai remarqué que j'ai pris des automatismes, c'est-à-dire que très vite, je vais chercher des appuis sur une chaise, sur une marche, sur un plot, ou alors pour ne pas être en station debout pénible. Et je vais chercher un appui pour mon genou. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une dans le chat. Dans le chat, il y a Monsieur Sultana qui vous demande, en plus de la natation, qui se fait généralement en piscine fraîche, avez-vous essayé d'autres cryothérapies? Oui, j'ai utilisé le froid, le froid et tout à fait. Les pains de glace qui soulagent bien, mais je n'ai pas vu. En fait, le pain de glace fonctionnait bien, y compris pour le genou. Ça permettait de réduire les inflammations, mais c'était pas c'est une réduction de court terme. C'est-à-dire que ça me permettait pas de soulager l'inflammation sur le très long terme. Moi, ce que je recherchais, c'est des solutions qui me permettent d'enlever l'inflammation de manière durable et assez rapide, tout en continuant à être mobile et à faire plusieurs kilomètres par jour à pied si j'ai besoin de faire plusieurs kilomètres par jour à pied. Oui. Merci beaucoup. Ce que vous racontez, ça renvoie pour moi aux travaux des sociologues qui ont travaillé sur les personnes handicapées, notamment qui ont montré l'adaptation de l'habitat, donc qui ont montré aussi l'inventivité des personnes handicapées elles-mêmes, savoir comment améliorer des produits. Donc là, il y a eu pas mal de travaux de collègues. C'est celui des personnes handicapées aujourd'hui. Et donc, je suis frappée par la ressemblance avec ce que raconte Madame S, notamment sur le fait de voir arriver les crises, c'est-à-dire de chercher à les éviter et... Ah, pardon. De chercher... Non, je suis... Donc, de chercher à les éviter plutôt que de les soigner.
Parce qu'une fois qu'on est embarqué dans la spirale stress, inflammation, et on commence à chercher des solutions de court terme parce que c'est impossible, elle décrit le refus d'entrer dans cette spirale et donc une extrême attention à tout ce qui pourrait déclencher le truc. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on connaît quand on travaille avec des personnes soit très âgées, soit handicapées, parce qu'elles ont des techniques d'adaptation, en fait, qui leur permettent d'éviter les situations dans lesquelles le risque de déclencher quelque chose est important. C'était juste... Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que j'ai développé assez tôt des stratégies de minimisation des risques. Très clairement, j'ai refusé tous les sports qui me semblent un tant soit peu avec des chocs. J'ai très vite arrêté. Enfin, je n'imaginais pas de les faire. Et mais après, pour autant, il y a la combinaison avec le plaisir, c'est-à-dire ne pas arrêter certaines choses qui font plaisir. Et je dirais que c'est ça qui n'est pas évident à gérer. C'est-à-dire maintenir des choses qui sont potentiellement risquées, mais qui nous font plaisir. Par exemple, j'aime beaucoup le ski de fond. C'est pas si évident que ça, parce que je sais que... Voilà, mais pour autant, j'aime bien ça. Et donc, je dirais que c'est la minimisation des risques, tout en gardant le plaisir de certaines activités à risque, quoi.